Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Industrie, crédit d'impôt, compétitivité, banque publique d'investissement, emploi d'avenir, redressement des comptes publics. Que d'économie au centre de l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et que d'affrontements autour de ces thèmes cristallisés autour de la question de Florange et des positions d'Arnaud Montebourg. Comment gouverner à gauche après 10 ans d'absence du pouvoir? Quelle est la nature du hollandisme? Pour tenter de trouver une réponse, il est temps d'explorer, de revisiter, de chiner dans le bric-à-brac des penseurs socialistes, aller aux puces du socialisme, comme on irait à Clignancourt ou à Saint-Ouen. C'est possible avec le livre de Bernard Maris, Plaidoyer impossible pour les socialistes, c'est publié chez Albin Michel. Mais avec un constat, à force de vouloir gérer l'économie, le rêve socialiste est balayé. Bernard Maris fait ses adieux au socialisme. Bonjour Bernard, vous faites vos adieux au socialisme dans ce livre formidable que vous avez écrit. Adieu, adieu, laissons les socialistes gérer la guerre aux vivants avec les libéraux. La vie est ailleurs. Vous, fils d'un pilier de la section SFIO de Muret en Haute-Garonne, vous, le fils d'un fondateur du Parti socialiste, économiste de gauche, vous qui avez écrit sur tous les grands penseurs de gauche, eh bien, vous renoncez. Je dis adieu au socialisme parce que le socialisme est devenu trop gestionnaire. Il s'est laissé engluer par l'économie alors qu'il devait nous sortir de l'économie. Et il nous disait depuis, tous les penseurs socialistes nous disaient, bon, le socialisme est né de la souffrance industrielle, on va dire ça comme ça, et a promis une sorte de paradis terrestre qui serait au-delà de la souffrance industrielle, mais finalement ils se sont englués dans la gestion du capitalisme. Et ils sont aujourd'hui les très bons gestionnaires du capitalisme. Je pense que d'ailleurs que vous parliez tout à l'heure de François Hollande et de son action, c'est pas sûr qu'il échoue, je pense même qu'il peut réussir une social-démocratie, une gestion social-démocrate. Mais ce n'est plus le socialisme. Vous renoncez on renonce au rêve du socialisme dans ce cas. Voilà, le socialisme c'était quand même sortir de ce que disait Marx, ce que disait Jaurès, c'était sortir de l'exploitation, du travail forcé, c'était sortir aussi du fait de manquer, du manque. Or, nous sommes finalement, toujours... il s'est adapté au capitalisme. Alors, oui, il s'est adapté à cette économie du besoin qui est la nôtre et qui fait que de plus en plus de besoins nous maintiennent un petit peu dans la souffrance au travail. Et ça, il devait nous en sortir, le socialisme, par divers moyens, divers penseurs, Fourier, Saint-Simon, Jaurès, Blum, etc., voulaient nous sortir de là. Et il s'y est englué. Et aujourd'hui, il est devenu plus gestionnaire que les gestionnaires. Il a fait un virage social-démocrate que je salue d'ailleurs. Au moins, c'est une honnêteté de sa part en disant finalement, je ne suis plus socialiste. Il n'ose pas le dire. François Hollande, vous dites. Oui, mais il dit je suis désormais social-démocrate. Il a fait son pas de Godesberg. Vous pas de Godesberg, c'est-à-dire en fait c'était la petite révolution du SPD allemand en 1959. C'est ça. Pourquoi je suis socialiste, vous interrogez dans votre livre, à cause d'un grand malentendu. Je croyais être socialiste car je suis du côté des faibles et parce que j'étais farouchement anticommuniste. En fait, ça n'est qu'un grand malentendu. J'ai été socialiste parce que je suis du côté des faibles, c'est vrai, des vaincus, on va dire. Hein. C'est-à-dire que pour moi, malheur vaincu est un slogan qui me fait très très mal. Et j'ai toujours voulu protéger les humiliés, les offensés. Mais ça, c'est pas socialiste. Beaucoup de gens de droite ou du centre aussi ont cette fibre compassionnelle, qui est une fibre finalement que détestaient les Nietzschéens. C'est finalement se dire il y a des humbles, il faut les aider. C'est une fibre chrétienne, fondamentalement chrétienne. Plus que socialiste. Oui, et le socialisme est un christianisme d'une certaine manière, un christianisme laïque, hein, il faut dire la vérité. Donc c'est cette fibre, donc ça c'est le premier malentendu. Au fond, je croyais être quelqu'un à part, mais je peux partager cette compassion avec beaucoup de gens du centre ou de droite. Et deuxièmement, j'étais farouchement anticommuniste, c'est-à-dire que, et je le suis resté d'ailleurs, c'est-à-dire que pour moi l'histoire du communisme, c'est vraiment une histoire épouvantable, et si je voulais être du côté du social, du côté des faibles, du côté des humbles, il fallait que je lutte d'abord contre ceux qui avaient conduit, qui avaient berné les faibles et les humbles, par la lutte des classes, par ce genre de slogan, et qui avaient fait le goulag finalement. Et pourquoi vous dites que c'est un malentendu finalement ? Parce que le socialisme, parce que les communistes, bien sûr, avaient eux aussi une vision absolument chrétienne de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils voulaient créer aussi le paradis terrestre. Donc ils pensaient que c'était par un parti que moi je rejetais, c'est-à-dire un parti qui était militarisé, qui pratiquait les purges. Lorsque vous regardez les... Vous dites que Marx était un curton d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est un chrétien qui s'ignore, Marx, ou qui ne s'ignore pas d'ailleurs, puisqu'il pensait que la fraternité, le fait de tendre l'autre joue, c'était quand même la base de la solidarité ouvrière.
Bon, vous faites vos adieux au socialisme. En tout cas, c'est un vrai bonheur d'aller chiner dans le bric-à-brac de la pensée socialiste dans votre livre. Alors, vous parlez évidemment Jaurès, Blum, Fourier, Marx. Mais alors, il y a le comte de Saint-Simon qu'on oublie alors qu'il a de nombreux héritiers. Vous en citez, eh bien, vous pourriez mettre même François Hollande, non, dans les héritiers du comte de Saint-Simon. Arnaud Montebourg. Je mettrais Arnaud Montebourg, Michel Rocard, vous dites Mathieu Pigasse, Jean Peyrelevade. Jean Peyrelevade, tout ça, c'est les héritiers du comte de Saint-Simon, c'est-à-dire ceux qui sont qui croient aux grands travaux collectifs. Qui est né avant la Révolution et mort un peu... il a fait la guerre d'indépendance. Il a fait la guerre d'indépendance des États-Unis. Il a laissé tomber sa particule après la Révolution. Il a créé une espèce de secte qui était les Saint-Simoniens, qui étaient c'était les frères Pereire, les banquiers, etc. C'était les grands travaux, c'est-à-dire c'était laisser circuler les marchandises, c'était le percement de l'isthme de Suez, c'était le canal de Panama. Tout ça, c'est les Saint-Simoniens, c'est les grands travaux. La technocratie planificatrice. Voilà, la technocratie qui doit guider l'investissement public qui doit guider d'une certaine manière l'investissement privé. Ça, c'est très, très socialiste contemporain, si je puis dire. Et il y avait le deuxième aspect du comte de Saint-Simon qui était mort au rentier. C'est-à-dire que l'homme du progrès, c'est l'entrepreneur, bien sûr. L'entrepreneur, le grand banquier même. C'était quelqu'un qui respectait la finance profondément, Saint-Simon. Et le rentier, c'était le parasite, c'est-à-dire, il y a sa fameuse parabole de Saint-Simon où il dit... Donc là, on retrouve François Hollande. On retrouve François Hollande, on retrouve Keynes aussi là-dedans, en disant que vraiment le rentier, c'est celui qui capte de l'énergie, qui capte de la richesse, qui capte de la plus-value de façon indue et qui stérilise cet argent, et qu'il faut restituer cet argent aux forces vives de la nation. Ça, c'est tout à fait Hollande. Mais on le trouve aussi à droite, ça aussi, le fait que l'entrepreneur... D'où le problème. Voilà, d'où le problème du socialisme. Le social-démocrate, ça va du centre-gauche au centre-droit. Bon. Et puis ce côté international, c'est tout à fait social-démocrate aussi. Donc le comte de Saint-Simon, c'est vraiment le fondateur du socialisme moderne. Alors, évidemment, Fourier, l'utopie des phalanstères, haï des socialistes et des communistes classiques. Vous dites Proudhon, la propriété, c'est du vol, on le rappelle. Marx, donc, dont vous avez critiqué le christianisme. Et puis, Jean Jaurès. Alors, Jean Jaurès, mort trop tôt. La grande perte fut Jean Jaurès, vous le dites, car il a interdit au socialisme d'être original, pragmatique et d'intégrer la nation. Entre la liberté et l'égalité, Jaurès choisit la liberté, mais il défend aussi la loi sur les accidents du travail. Oui. Voilà, Jaurès, c'est le solidarisme, Jaurès. C'est-à-dire, c'est la coopérative, c'est ceux qui n'ont rien auront un capital. Ce capital, ce sera un capital social. Et ce capital social s'appellera la protection contre le risque. C'est-à-dire que finalement, il sera donné aux ouvriers par les coopératives, par les mutuelles, par l'association. Il leur sera donné un capital qui sera un capital finalement qui est de nature immatérielle. Mais ils seront protégés contre le risque du chômage, d'être démunis à la retraite. Et ça, ce n'était pas une utopie. Et non, ça a été le socialisme de Jaurès, c'est 44, c'est le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Dernier grand programme de gauche, vous dites. Voilà, et c'est le moment, c'est l'acmé du socialisme, c'est le sommet du socialisme. C'est-à-dire que finalement, les socialistes sont arrivés au sommet, si je puis dire. En 45. En 45, voilà. Et depuis, au fond, leur lutte, et c'est une assez juste, ils luttent contre la déliquescence de l'État-providence, mais c'est très très bien, c'est du jaurécisme, ça, c'est très très bien. Mais ils ont fait leur travail, si je puis dire, il y a déjà plus de 60 ans. Donc c'est un peu terrible pour eux. Et maintenant, ils en sont à gérer finalement des combats pour la survie du capitalisme. Alors, vous parlez bien sûr de Léon Blum et du Front populaire. Vous insistez sur les larmes de Blum, déception, là, donc face au mur de l'argent. Ça, c'est la rengaine des socialistes. Nous ne pouvons rien faire. Vous nous avez élus, les gars, c'est formidable, très bien. On est au pouvoir et on ne peut rien pour vous. Donc, tout le problème de gouverner en étant de gauche, qui revient de gouverner en étant de gauche et d'avouer son impuissance. Et Blum pleure au moment d'un congrès à Paris en 1936, parce qu'il dit, voilà, l'Espagne républicaine est en train de se faire battre par les franquistes associés à Mussolini et associés à Hitler, et je ne peux rien, parce que si jamais j'interviens, je vais être renversé, la droite va passer, et finalement, on aura la guerre avec l'Allemagne. C'est une erreur totale, puisqu'on a eu la guerre. Donc, entre gouverner et finalement soutenir les brigades internationales, il gouverne. Il choisit de gouverner, de rester au pouvoir. Bon, il fait quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire les réformes de 1936, qui sont quand même des réformes formidables, mais il n'a pas fait ce pourquoi en partie il avait été élu, c'est-à-dire pour finalement son front républicain, son front populaire, qui était un front populaire en Espagne, eh bien, il se devait évidemment de l'aider. Et ça, il ne le fait pas à tort, et la droite le lui reprochera. De Gaulle, qui avait une énorme admiration pour Blum, le lui reprochera en disant qu'il fallait bien entendu intervenir en 1936.
Alors, mai 68, je ne me suis jamais remis de mai 68. J'ai touché du doigt enfin la révolution, la vraie, Bernard Maris. Alors, il vous en reste encore quelque chose de mai 68? Oui, ça, je crois qu'on ne se remet pas de mai 68 quand on l'a vécu. Bon, on peut devenir publicitaire comme c'est Le désir sans les frontières, en fait, c'est un peu ce que vous dites. Oui, c'est ça. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mai 68 est un moment extrêmement poétique. C'est un moment surréaliste, où il y a beaucoup de slogans sur les murs. C'est un moment un peu fou, tout à fait utopique, qui ne peut pas durer, bien entendu. Nous sommes trop sérieux pour rester dans ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça marque à jamais, parce qu'on se dit que l'homme, la phrase d'Éluard, vous savez, que je cite souvent, l'homme a besoin de pain, c'est ça, l'économie, mais il a besoin de poésie aussi. Et c'est vrai que les socialistes, ils ont complètement oublié la poésie. Ils sont dans le pain, c'est très mieux, qui donne de l'emploi, qui donne du travail, etc. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit une condition nécessaire. Je pense qu'il faut proposer aux humains un monde poétique, un monde assez merveilleux. Ce que faisait mai 68. Et ce qu'a fait mai 68. Et tout à coup, en mai 68, on se rend compte, on se dit, mais pourquoi nous faisons tout ça? Et ça, c'est très très important aujourd'hui, parce que se posent des problèmes écologiques fondamentaux. Moi, je pense que c'est mai 68 qui a fait entrer l'écologie en France, hein, franchement. Donc, on se pose des problèmes de mode de vie, de mode de consommation, et de se dire pourquoi on est là sur Terre, quoi. On est là pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour être l'homme le plus riche du cimetière, comme disent les capitalistes? Est-ce que ça vaut le coup? Donc, mai 68, c'est un moment qui a ouvert, si vous voulez, comme disait Kafka, qui a ouvert la glace qui était en moi. Ça a déchiré la glace et ça fait comprendre que l'homme a vraiment besoin de poésie et de beauté. Ce qu'a osé dire Mitterrand un jour. Ce qu'a osé dire Mitterrand. Merci Bernard Maris. En tout cas, à lire absolument. Plaidoyer impossible pour les socialistes. Et c'est chez Albin Michel. Restez avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.